Assouf, la nostalgie, le mal du pays. Les Touaregs par-dessus tout aiment leur espace. Être loin du campement, de ses bêtes, ne plus écouter à l'aube la plainte des chamelons est une douleur. L'horizon infini, le pas chaloupé de la caravane, l'indigo des tenues, le goût du lait fraîchement tiré, le roulement du vent et la mousse du thé, la fierté des dames ou les couleurs des sables, marquent de manière indélébile le nomade et le voyageur attentif. Pour avoir sillonné sans repos leur territoire, j'aime ces communautés et leur univers rude que rien ne saurait remplacer. L'Afrique et le Sahara me fascinent depuis l'enfance. En 1982, j'aborde pour la première fois le désert. C'est le début d'une longue histoire, d'une passion pour un espace et ses habitants. Les Touaregs qui peuplent ces immensités guident troupeaux et caravanes chamelières. Ils arpentent un vaste territoire qu'à force de ténacité et de courage, ils ont apprivoisé. J'ai pris goût à l'âpreté de leur vie, aux horizons sans limite. J'ai supporté l'ardeur du soleil pour mieux apprécier les minutes du crépuscule et le thé qui les accompagne. J'ai tissé là-bas des liens d'amitiés indéfectibles, bravé les interdits pour fréquenter les zones périlleuses, multiplié les allers-retours, finalement souhaité offrir cette tribune afin de porter une parole contemporaine, relayée par des artistes et des personnalités à la recherche d'un avenir stable. تمودرت أنكل تماجق سسوي واد تقلع تيكلا تقع minute jour pour jour هاد ساهد إذا كل تفناز عيفان زندري أمين ديتاك. J'invite les Mali, les responsables maliens, les responsables politiques maliens à essayer de gérer d'une manière honorable ce qui se passe au nord. Ce documentaire est un essai, comme une étape dans un chantier, pour tenter, après avoir fréquenté les gens du désert, d'écouter ceux qui ont fait un pas de côté pour s'écarter un peu de l'amble caravanière.
Le territoire des Touaregs est sans fin, partagé entre le Mali et l'Algérie, la Libye, mais aussi le Niger et le Burkina Faso. Ces hommes voilés ont résisté à la puissance coloniale française avant d'être intégrés aux nouveaux États nés des indépendances. L'histoire récente est une suite de révoltes aux issues incertaines. Longtemps mal représentés dans les pays sahéliens, les Touaregs ont pris les armes pour essayer d'améliorer leurs conditions. À chaque coup du sort, la Libye était la destination finale des exilés. Là, ils ont pu apprendre le métier des armes et, par le biais de la guitare, partager une parole de résistance. Le mouvement des Ichoumars, du français chômeur, était lancé. À l'été 2012, je retrouve Agadez, l'une des capitales touaregs dans le nord du Niger. La région est relativement tranquille, mais ces dernières années, les risques d'enlèvement, faits des groupuscules liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique persistent et la cité est désertée par les visiteurs. Tout est calme, aux grandes dames des professionnels, les hôtels sont vides, les agences touristiques fermées et la ville ancienne, mis à part les petites écoles coraniques, est bien silencieuse. Éparpillé aux confins des frontières de 5 États, le monde Touareg concentre ses bastions dans le nord du Mali et ici, au cœur du Sahara nigérien. Un ensemble divisé en confédérations puissantes, elles-mêmes découpées en tribus ou fractions. Des éleveurs extensifs, des oasiens chameliers, des agropasteurs, des guides, des artistes, des forgerons, tout un univers riche et dynamique dans les zones complémentaires où s'entremêlent déserts arides et steppes sahéliennes. Je suis là avec le carnet d'adresses de la styliste française Catherine Prado, afin de connaître les artisanes et les forgerons qui travaillent avec elle. L'artisanat touareg peut être de grande qualité, et la créatrice a rencontré des maroquinières et des bijoutiers en vue d'élaborer une collection de haute couture, de valoriser ce riche patrimoine. Alors c'est vrai que ce qui m'a plu dans cet artisanat, qui pour moi effectivement est un artisanat d'art, d'abord c'est un artisanat d'art, j'allais dire culturel. L'essence même de la culture touareg se retrouve dans l'artisanat, que ce soit le travail avec les femmes ou le travail aussi avec les hommes, peu importe. On retrouve ces savoir-faire, ces techniques qui effectivement se rapprochent de la technique des artisans d'art de la couture. C'est un travail minutieux, ce sont des orfèvres, des gens qui ont, j'allais dire, de l'or entre les doigts. Les motifs qu'on avait montés sur les bustiers, ce sont nos motifs d'Agadez, le tindim. Les ronds rouges, verts et orange. Bon, c'est nous qui avions apporté ça. Quand elle a vu ça, elle avait dit cette décoration sera belle sur des bustiers. Elle nous a fait le gabarit et moi je l'ai confectionné.
Dans la famille d'Alassane à Gingiri, le bijoutier attitré de Catherine Prado, des maroquinières élégamment vêtues travaillent le cuir et des forgerons martèlent fer ou argent en sirotant le thé. كاترين راس الصخر مصطفى راشخر راشخر كان اجك كاستميدر انا قاعد واد ماريكو فداش La femme, c'est elle qui éduque les enfants. La femme, c'est la ceinture de l'homme. C'est le pilier de la société touareg, la femme. La femme, c'est elle qui décide tout. L'homme fait la cuisine à la femme. L'homme fait les courses à la femme. La femme du touareg, elle est princesse dans sa tente, en respectant aussi sa société. تموس هرتموس أنا مقارن ولا هرتموس ننسى مغار خلاص تامط أنت الطافن إيهم تطافارة إنه كنت صارت وهي أتني سال ما دن مكواس تقل الدنيا أنت تني هكذا هرت ودت ترى دغناتيني تدون قورنا تامط هرت مقارن ولا ونداس ناكلان لا تنموكا تيني هنا تنموكا تنكل تماشا نكودي نموكا لاسكرات تنموكا لاسكرات لأنه تام طورنا ورنو لي هنتين الدنيا تام طورنا هرت نسي مغرهول لأن هرت نشك دونك كشك واس نتاس الخال لنا À chaque, par exemple, d'éviter tout ce qui n'est pas bon. Ça, c'est une indication qui existe chez les Touaregs dans l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à l'âge de 13 à 14 ans, tu commences à éviter toutes les choses qui n'ont pas bon. De parler des paroles qui ne sont pas bien devant les gens, de manger devant les gens d'une façon qui n'est pas très respectée, et de marcher devant les gens une marche qui n'est pas correcte, de s'habiller devant les gens d'une façon qui n'est pas bien, ça si on l'appelle ashak, et de regarder tout ce qui est à côté de toi, par exemple, tous les personnes qui sont plus âgées que toi, ou tous ceux qui sont plus petits que toi, par exemple quand tu es à côté des enfants, tu fais très attention de ce que tu parles, ce que tu fais, et quand tu es aussi avec des vieux qui sont plus âgés que toi, tu fais très attention. Maintenant, quand tu es avec des gens qui sont de la même âge que toi, tu as un peu de ta liberté parce que c'est ton âge, tout ce que tu fais, ça peut aller. Donc tout ça là, on l'appelle ashak. Et tu fais très attention du côté des femmes. C'est-à-dire que la femme, c'est pas parce qu'elle est ta sœur que tu fais attention pour elle. En général, quelqu'un qui est ashak, n'importe quelle femme, tu fais attention avec. La tante appartient à la femme. Et quand elle est divorcée, elle plie sa tante, elle part avec. Et l'homme, il reste sous l'arbre. Et chez nous aussi, on fête le divorce. Quand la femme, elle est divorcée, la famille, les amis et les cousines, elles font une très grande fête pour rendre jaloux à l'homme. Et les autres hommes viennent autour d'elle
Et donc, si son mari l'aime encore, il va envoyer la famille pour qu'elle revienne. C'est pour cela que chez les Touaregs, on fait le divorce. Nous, les femmes Touaregs, on est libres. Nous sommes sans frontières. Là où on est, on a notre place, on a notre liberté. Originaire de Tombouctou au Mali, Mama est installée en Belgique. Chanteuse, choriste, elle frappe le tendé et participe à plusieurs formations touareg. Elle accompagne le guitariste Anana Agaroun avec le groupe Kelessouf. En 2012, il crée Tendé Diswat, ensemble plus traditionnel dédié aux voix des femmes. Pour ma part, j'ai grandi en Occident, mais il y a ce côté Touareg, parce que tu peux aller n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un Touareg, il va te dire je suis Touareg du Niger, ou je suis Touareg du Mali, ou je suis... Mais tu vois, il y a cet aspect identitaire qui est tu es Touareg, comment te dire, c'est ton sang, c'est ton identité, voilà, l'homme bleu, les caravanes, voilà. Après quand tu reviens et que tu vois, tu te rends compte que c'est des êtres humains aussi, c'est pas juste voilà, avec des qualités et des défauts, enfin je veux dire, c'est pas, mais il y a toujours, enfin moi je sais que chez tous les Touaregs que j'ai rencontrés, cet aspect identitaire, et chez mon oncle c'est encore plus fort en fait. On est avant tout ici de ce milieu qui a une fierté, qui a une culture forte et qui se bat, qui continue en tout cas à se battre pour sa liberté, qu'on soit intellectuel, qu'on soit cadre, qu'on soit combattant, qu'on soit éleveur. Il y a toujours cet esprit qu'on retrouve chez tout un chacun dans ce milieu, de se dire à un moment j'ai besoin de rester dans cette région, j'ai besoin de traverser ma vallée, la vallée qui appartenait à ma tribu, à ma fraction, qui appartenait à ma tante. C'est là qu'on a installé nos tentes, c'est là que mes parents se sont installés. On a toujours envie de visiter, de revisiter, de revenir toujours dans cet espace qui est magnifique.
La souffrance dans le désert, pour moi, ce n'est pas une souffrance. Parce que c'est une souffrance que moi, j'ai acceptée. J'ai les moyens d'aller ailleurs, de faire autre chose. Mais cette souffrance, moi, je l'ai acceptée. Donc, finalement, toi, tu le vois comme une souffrance, mais pour moi, ce n'est pas une souffrance. Donc, c'est ça le lien entre moi et le désert. Il y a cette liberté qui reste en soi-même, c'est-à-dire avoir sa vallée, avoir sa colline, se déplacer quand on veut, se lever quand on veut, sans aucune contrainte. Ça, c'est une sorte de nostalgie, c'est une sorte de liberté que les éleveurs, les nomades Touaregs ont, et d'ailleurs qu'ils ont toujours défendu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que dès que l'espace se rétrécit, ils se soulèvent contre ceux qui tentent de s'asseoir sur eux. Rissa Issa est artiste peintre, Touareg d'origine malienne. Il est installé à Niamey depuis de longues années. Sa démarche est originale. Peintre naïf, c'est aussi un génial touche-à-tout et ses positions politiques sont tranchées. Les frontières coloniales sont à la source de nombreux conflits et les Touaregs doivent recouvrir un espace digne. Surtout, nous sommes toujours penchés sur la colonisation. Donc tout ça, c'est la colonisation qui va regarder ça, pas les Touaregs. Les Touaregs, ils vont regarder seulement leurs droits avec les armes. Avec les armes. Donc, on sait bien que tout ce que les Touaregs ils sont en train de faire là maintenant, ce n'est pas uniquement pour gagner indépendance ou quoi, non. C'est pour vraiment présenter qu'ils ont des droits dans les gouvernements. Un jour, il doit y avoir un territoire Touareg dans le Sahara. Si jamais on arrive à se mettre ensemble, tous les trois, et puis déclarer la même chose, la zone dont on est aujourd'hui, et puis on la met à un seul pays. Là, je suis sûr que ça peut aller vite. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Si on déclare un découpage de toute la zone de Hogar, plus l'air, plus le nord de Mali, et nous, tous les trois, on s'est mis d'accord, c'est qu'on met un seul pays, on choisit la capitale parmi les trois régions, et puis on met devant nous une seule personne, après tout ça, là je suis sûr que ça va aller aujourd'hui vite.
janvier 2012, dans le nord du Mali, le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, renforcé par la chute du régime libyen qui de fait démobilise des combattants touaregs, passe à l'offensive et balaye l'armée malienne en 3 mois. Mais mal préparé, manquant de cadre militaire charismatique, financièrement exsangue, parfois naïf, le MNLA va perdre un à un ses bastions septentrionaux au profit des groupes narco-djihadistes. AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, le Mujao, mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, et Ansar Dine, les défenseurs de la foi du leader touareg dissident Iyad Agrali, vont bousculer le MNLA d'obédience laïque et imposer la charia. Sur les rives du fleuve Niger, j'essaye d'appréhender cette situation qui prévaut en 2012, avec la présence forte de fronts djihadistes dans le nord du Mali. Nous, on avait expliqué à certains pays de la région et aux Occidentaux avant ce qui se passe maintenant. On avait expliqué si on ne trouve pas une solution et qu'il y a une intervention militaire des Touaregs et des MNLA sur le terrain, il va y avoir tout le monde, il y aura des salafistes, il y aura tous ces groupes. Et finalement, ils n'ont pas cru à ce message. Et nous, on ne peut pas continuer à garder des officiers, des combattants, à les cerner pendant qu'il n'y a pas d'issue politique derrière. Et ensuite, il y a une provocation de la part de l'armée malienne qui est faite directement en direction des MNLA, pas en direction des groupes terroristes, parce qu'il faut se dire, avant quand même, ces groupes terroristes étaient quand même des partenaires, des alliés de certains officiers militaires et de certains barons de la DOC qui sont connus à Bamako, et même de certains qui étaient à Koulouba. Donc, finalement, aujourd'hui, on voit effectivement, oui, il y a des groupes terroristes qui existaient, certains ont profité de la situation pour s'équiper. Et cela n'est pas un secret pour personne. Et ensuite, il y a aussi un groupe qui s'est formé juste derrière, qui est formé majoritairement des Touaregs, qui est dirigé effectivement militairement par Iyad Agrali, et qui disait au départ, son objectif c'était de récupérer progressivement des Touaregs qui se retrouvaient dans les groupes, dans les différentes katibats d'AQMI et du Mijao. Donc nous avons beaucoup crié à cette politique, en tout cas en direction de l'AQMI, pour récupérer progressivement tous les citoyens des régions de Gao, Tombouctou et Kidal. C'était une bonne chose. La déliquescence de l'État malien, la présence des combattants islamistes et des trafiquants de drogue ont encouragé l'intervention des Touaregs favorables à l'indépendance. Mais les narco-djihadistes, mieux armés et organisés, ont rapidement pris la situation en main, imposant un islam radical et rétrograde en évinçant le MNLA, le mouvement touareg laïque. Parce qu'il y a eu la guerre au nord du Mali, dans les 3 régions. Donc c'est pourquoi presque toute la population du côté du nord est éparpillée le long des frontières. Donc il y a beaucoup de gens qui sont là en tant que réfugiés à Niamey. Parce qu'ici à Niamey, en réalité, ce n'est pas seulement les réfugiés de la région de Gao. Il y a même des familles qui ont quitté même Bamako, les autres régions du Mali. Donc vu la sécurité qui provoque presque dans tous les Mali. Donc c'est pourquoi il y a eu une association du nom de solidarité Mali-Niger qui a été créée bien sûr pendant la rébellion par des ressortissantes du Mali et aussi du Niger. Cette association vient en aide à ces enfants dans plusieurs domaines, mais actuellement c'est surtout dans des domaines de l'éducation. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50.
monde vient faire la loi au Mali. Tu as des moyens, tu viens faire ta loi et tout le monde te suit. C'est ça qui s'est passé au Mali. Donc moi, je ne vois pas la solution pour le moment. Vraiment, ça nous échappe. On ne trouve même pas en fait les mots. On ne trouve même pas les mots pour ça. Parce que c'est une situation qui fait très mal. Qui touche tout le monde. Ce n'est pas seulement les Mali. Ça touche tout le monde. Un quartier périphérique de la capitale, un air brûlant brassé par un ventilateur hors d'âge, je retrouve avec émotion quelques amis touaregs de Ménaka. Chekoum, Zenabou et Natrat sont de passage, réfugiés ici, à la charge de modestes parents. Ils ont quitté un environnement chaotique. Le nord du Mali, en cette funeste année 2012, est dominé par des groupes djihadistes, en particulier les villes, depuis le recul du mouvement indépendantiste et laïque des Touaregs et la débandade de l'armée nationale. C'est Almataram qui m'a contacté et averti de leur présence. Je connais cette jeune fille depuis sa naissance. Sa mère Zenabou m'a souvent hébergé. Les revoir ici, de relative bonne humeur, est un mélange de joie et de tristesse. À leur retour dans le secteur de Ménaka, ils ont raconté nos retrouvailles et le fait que leurs hommes aient refusé, pour des raisons de sécurité, de m'aider à passer la frontière. La prochaine fois, aurait-elle décrété, nous irons le chercher nous-mêmes. En janvier 2013, l'armée française est entrée en action. Elle sera appuyée par les forces maliennes et une coalition africaine. Au Mali, plus rien ne sera comme avant. Après les exactions des djihadistes, progresse celle de l'armée nationale, plus graves encore et pernicieuses. Où se situe l'issue? Au Niger, la situation est calme, mais les soubresauts récents sont dans les mémoires et les souhaits d'émancipation face à un État trop centralisé persistent. Par rapport à la situation actuellement d'aujourd'hui, ça nous inquiète beaucoup. Beaucoup. Parce que là, c'est une autre donne. Parce que quand ce n'est plus une rébellion, moi je peux traiter ça de terroriste, quoi. Parce qu'un truc où on joue sur la religion, là vraiment c'est très dangereux, quoi. Et nous, au Niger, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a aucun lien avec ce qui se trame au Mali. Donc, merci, mais ça nous inquiète. Les gens, comme vous dites, dans Sabdine et autres branches de Al-Qaïda qui étaient au Maghreb, n'ont aucun lien avec nos marabouts. Ils n'ont aucun lien vraiment avec notre communauté touareg. Par contre, au Mali, vraiment, ils se sont implantés là-bas, ils ont eu des liens. Vraiment, ils ont eu vraiment ils ont tissé et au Mali et en Algérie. Mais nous, Dieu merci ici. Comme je l'ai dit, la crainte, elle est là, mais elle est minime. Vraiment, elle est très minime parce que comme vous l'avez dit, notre islam est tolérant. Elle est un peu mesurée. Donc, je ne crois pas qu'il y aura vraiment un impact qui va nous amener à ce que le Mali vit maintenant. Au Niger comme au Mali et en Afrique noire en général, l'islam est teinté de pratiques animistes et soufis. Les fidèles sont tolérants. Depuis 30 ans que je parcours ces régions, jamais je n'ai rencontré de problème. L'islam radical est imposé de l'extérieur, au départ par des salafistes venus d'Algérie. Une chose est certaine,
les musiciens du sultan n'ont pas déserté les lieux. Aux grandes occasions, ils frappent les longs tambours et accompagnent les dignitaires. Si on fait une comparaison sur 10-15 ans en arrière dans Niamey, voilà, moi j'ai pas souvenir de voir autant de femmes voilées. Enfin après, qu'elles aient des foulards, c'était une chose, mais voilà, là aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes femmes qui ont ces voiles avec un élastique là qui descendent jusqu'aux genoux. Et j'avoue que ça inquiète. On est libre de mettre les voiles si on a envie de mettre les voiles. On est libre de chanter, on est libre de bouger. Mais ce qui se passe maintenant au Mali, en fait, ce n'est même plus l'islam, ça c'est la force. Parce que l'islam, c'est pas seulement les foulards. Tu mets une foulard et c'est pas ce qui fait l'islam. L'islam, c'est dans le cœur. Mais la femme touareg, elle est libre. On est libre de faire ce qu'on veut. De sortir, de chanter, de danser, de crier si on a envie. Mais en respectant notre société et respecter aussi les sociétés des autres. La culture aussi des autres. Soit blanc ou noir ou vert ou jaune, on la respecte. Mais on est libre. La religion est en train de changer beaucoup de choses en fait dans les comportements, dans les modes de pensée, dans les ouvertures d'esprit. Et choses que j'avais l'impression qu'au Niger, on était voilà, beaucoup plus ouvert que certains pays, même si on était en religion, en fait. Il y avait cet aspect où on respectait la différence. Et là, j'ai l'impression que non seulement c'est en train de monter en grade du côté radical, en fait, et en même temps, il y a ce côté qui va avec, en fait, hein, où voilà, tout ce qui est occidental n'est pas haram, mais est un peu associé au démon, au diable, voilà. Et c'est plus voilà, je trouve ça inquiétant en fait. Après avec de plus en plus aussi de mosquées qui sont faites à travers ça aussi. Il y a ces phénomènes, voilà, pendant longtemps c'était la Libye, après il y avait d'autres pays, hein, mais j'ai l'impression que c'est aussi un biais, une façon où l'entrée en religion se fait un peu par là aussi. Et comme si on avait laissé... de toute façon, ça fonctionne aussi, c'est des mécanismes qui fonctionnent quand on associe manque d'instruction, pauvreté. Donc forcément, si des gens arrivent en disant, voilà, nous, on va vous construire des mosquées et un hôpital et vous soigner, forcément, les gens rentrent... En août 2012, à Niamey, je retrouve Bajana Gamatou, député malien et responsable traditionnel des puissantes fractions touareg du cercle de Ménaka. Moi, je suis sûr que la grande majorité des Touaregs qui sont avec Ansar ad-Din ne sont pas islamistes. Je pense, ils ne sont pas islamistes. Parce que même aujourd'hui, après la débâcle après la débandade d'Emnila, j'apprends qu'il y a des gens qui n'ont jamais, rare de les voir en train de prier, qui ne prient presque pas, et qui vous disent, oh non, mais moi je suis Ansar ad-Din. Je suis Ansar ad-Din. On en connaît un peu partout. Qui vous disent qu'ils sont Ansar ad-Din, ou ils sont Moujaou,
Alors qu'ils ne prient même pas, ils ne sont même pas des bons musulmans. Ils ne sont même pas musulmans d'ailleurs. Parce qu'ils ne prient pas. Pour la plupart, bon, certains même sont des grands bandits de grand chemin, des coupeurs de route, des trafiquants de drogue, et qui vous disent qu'ils sont islamistes. On ne peut pas dire qu'on est islamiste. On est islamiste quand on fait passer la drogue, quand on coupe les routes, quand on tue des gens, des musulmans. Et puis, ceux qui vous parlent de la djihad, on fait la djihad, mais on fait la djihad sur des populations qui ne sont pas musulmanes. On ne va pas faire la djihad sur une population qu'on trouve déjà dans des mosquées ou des musulmans. Incontournable dans la sous-région, Bajane est opposé à la lutte armée et à la notion d'indépendance. Il a donc une vision tout autre de l'espace et des frontières. Personnellement, moi je pense que pour le moment, nous n'avons aucun intérêt à aller dans une histoire d'indépendance quelconque pour le nord du Mali, même si on nous le proposait. À mon avis propre, c'est pas de cette manière qu'on va arriver à faire quelque chose. De prendre des armes, se combattre, s'entretenir, tout ça. Je crois que la paix est mieux. Car quand il y a la paix, le développement est là. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Encouragé par l'UNESCO, Alassane est un bijoutier talentueux. Les artisans ont fait preuve d'une grande adaptation ces dernières années. En partie privés de leur clientèle traditionnelle paupérisée, ils ont su satisfaire de nouveaux marchés. Le monde nomade, moi, à mon avis, un jour va disparaître. Parce que je crois que c'était ainsi un peu partout dans le monde. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui ni demain, mais je sais qu'un jour, ça va disparaître. On ne peut plus vivre tel que nous l'avions été avant. À l'époque où on était des Touaregs, des nomades, on n'était assisté nulle part. Nulle part. On n'était ni assisté par ceux qui nous admirent de loin. Je veux parler des Occidentaux. On n'a jamais été assisté pour nous permettre de rester dans une vie que nous aimons beaucoup, celle de la vie nomade. On n'a jamais rien fait pour nous permettre de rester dans notre vie. Et puis de l'autre côté, bon, il y a le phénomène de la mondialisation, il y a le phénomène aussi des sécheresses, la perte de tout ce qui fait notre vie. C'est pour cela que bon, ça s'est arrêté, malheureusement, ça s'est arrêté brusquement. Mais on est libre. On a une liberté
comme dans le désert, on est libre. Là où on est libre. D'observer ou de chanter ou de danser, on est libre. On est en Europe, on est libre de chanter. On est chez nous au Mali, c'est encore pire, on est libre. Mais aujourd'hui, je suis plus libre en Europe ici que chez moi au Mali. Ce que je vois aujourd'hui. Je suis plus libre ici de chanter, de dire ce que je veux, que chez moi au Mali. Chanter sur le pays, la nostalgie de son pays. Il chante de ça, qu'il est parti, il est loin de son pays, et son pays a mal, son pays souffre. Donc il chante de tout ça. Argamanin, son corps brille de la nostalgie de son pays. Le fédéralisme, une reconnaissance des particularités nomades, une mise à plat de la problématique touareg au niveau des pays de la sous-région, un assainissement du territoire et la fin des trafics, une juste répartition des richesses du sous-sol, seront certainement les étapes obligées pour tenter de réparer les erreurs du passé et autoriser l'avenir.